soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Sarlat et criminologue, capitaine de police, romancier et conseiller littéraire. Entré à 27 ans dans la police, il commande aujourd'hui des unités de terrain dans l'agglomération bordelaise notamment. Son goût de l'écriture, il le fait partager à des lycéens dans le cadre de missions interministérielles. Après 15 ans, à la BAC, il publie son premier roman, Ne regarde pas l'ombre, en 2016. Il s'agit de Laurent Filipari. Il vous présente son dernier roman, Lectio Litalis, aux éditions Belfond, qui d'ailleurs en profite pour saluer et remercier Clémentine, qui se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse Clémentine. Laurent Filipari, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à vous, je suis très content d'être avec vous. Eh bien écoutez, plaisir partagé. C'est la première fois que on vous accueille ici dans cette émission, la chronique de Guillaume Sautet pour l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Laurent, première question, racontez-nous cette, on va le dire, c'est une richesse terrible, cette magnifique expérience dans la police. Nous, on peut supposer que cela doit grandement vous aider dans vos écrits. Ah, bien absolument. C'est même, comment dire, si on part de la définition du policier, indépendamment du fait qu'il vit des choses qu'on ne peut pas vivre ailleurs, c'est-à-dire découvrir des cadavres, casser des portes à 6 heures du matin, ça reste quelqu'un qui recherche la manifestation de la vérité. Et par conséquent, qui a une aptitude à dénouer des intrigues à longueur de journée. Donc il est pour moi complètement prédisposé à en écrire et à en imaginer, bien sûr. Donc il y a cet aspect-là, et ensuite il y a les ingrédients. C'est vrai que c'est plus facile de décrire des coups de feu, de décrire un cadavre, de décrire des méchants, si on les pratique à longueur de journée. Oui, vous devez en voir, malheureusement, bon, c'est un métier qui doit être quand même passionnant, d'être, voilà, on a vu un petit peu dans la présentation, vous êtes passé un peu partout, ça doit être très enrichissant, Laurent. Oui, c'est enrichissant partout. J'ai commencé par de l'investigation, beaucoup, et puis c'est vrai qu'après ça m'a un peu moins plu parce qu'aujourd'hui l'investigation se résume beaucoup à des moyens techniques et scientifiques, que ce soit l'ADN, les écoutes téléphoniques, les balises ou aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc après j'ai voulu une police plus instinctive, plus animale, c'est vrai. Après où j'ai basculé sur la BAC et la sécurité publique, et aujourd'hui encore, ce que j'aime ça reste le terrain, l'instinct et voilà, ces choses-là. Mais oui, j'ai vu différentes choses. C'est un métier qui est riche. Je me rappelle quand j'étais rentré dans la police en 2000, la publicité c'était ne choisissez pas un métier, choisissez de les faire tous. Laurent, racontez-nous ces missions interministérielles auprès des lycéens, cela consiste en quoi exactement? Alors, Quel est votre rôle, oui? Qu'est-ce que vous devez faire? alors ça c'est un truc que j'avais fait, j'ai débuté à faire il y a 4 ans, là c'est la 4e année que je fais. C'est dans une idée de rapprocher la police de la population, notamment dans des classes de lycée et maintenant de collèges qui sont dans des quartiers dits sensibles ou difficiles. C'est que la police aille dans des classes et aide des classes entières à faire une nouvelle policière. Alors ça permet, on est là évidemment pour leur parler du réalisme, pour aussi déjouer les idées conçues, parce qu'il y en a beaucoup, on fait ça avec le corps enseignant, et également pour les aider à construire une histoire. Donc moi j'y vais, en moyenne je fais 5 à 6 classes par an, et c'est une expérience délicieuse parce qu'on découvre que ces jeunes ont du talent, parce qu'ils découvrent la police sous un autre angle, et ça crée des liens qui sont vraiment très forts. Et donc moi je fais ça en plus du reste, en plus de mes missions plus traditionnelles on va dire, je fais ça depuis 4 ans et c'est bien. C'est un peu chronophage, ce qui fait que je vais peut-être marquer une pause prochainement, mais c'est très très bien. Moi en répercussion concrète, j'ai vu dans des élèves que je côtoyais dans cette mission-là, quand je les vois dans des quartiers où j'interviens de façon un peu plus musclée, ces gens-là viennent me saluer, s'en vont pour bien me faire comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les gens pour qui on vient, quoi. Et ça c'est une sacrée réussite. Quelles Voilà. sont vos passions à côté de tout ça? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas dans la police, que vous n'écrivez pas ou que vous n'êtes pas avec les élèves? Eh bien, le problème, c'est que ces passions-là, enfin notamment pour l'écriture, auraient tendance à avoir un peu dévoré toutes les autres. Ça, c'est une réalité concrète, c'est-à-dire que le métier déjà de policier me prend beaucoup, beaucoup de temps, surtout en ce moment. Et
l'écriture, on prend énormément aussi. Et là, avec ce deuxième livre, la promotion, l'écriture du suivant, toutes les sollicitations. Mais sinon, les passions que j'avais avant et que j'aurais dès que je peux être dégagé, j'aimais beaucoup la moto. J'étais quelqu'un qui ne circulait qu'en 2 roues. Et j'aimais aussi beaucoup la boxe et le tir. Voilà. Excellent ça. La boxe, le tir, la moto. Ah là, c'est vraiment un sport. Voilà, on monte en adrénaline, on peut le dire. Mais alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que je m'étais retrouvé à en parler, je ne sais plus avec quel auteur, c'est que pour pouvoir écrire une histoire, il faut commencer, enfin moi je fais comme ça, par la vivre. C'est-à-dire que les livres me portent à aller me passionner pour des tas de choses. Pour le Lectio Letalis, j'ai été amené à me passionner, on en reparlera peut-être, pour les rapaces, pour la plongée sous-marine, ou pour des tas de choses comme ça. C'est un vecteur de voyage. Je pense qu'il faut d'abord voyager pour ensuite pouvoir offrir un voyage au lecteur. Laurent, Voilà. si l'on s'invite chez vous, on est avec vous, on passe vraiment un excellent moment. On est avec vous, on est droit face à votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment? Dans ma bibliothèque, alors évidemment, on va trouver mon auteur chouchou, favori, qui s'appelle Barbara Abel. Ah, C'est un auteur franco-belge chez oui. Belfond. Alors, outre le fait qu'en tant qu'auteur pur, je la trouve extraordinaire parce qu'elle n'a pas besoin de tueur en série, elle n'a pas besoin d'armes à feu, elle n'a pas besoin de crime odieux pour fabriquer du frisson, elle part de pas grand-chose, d'une relation de voisinage, d'une, entre guillemets, pas grand-chose, enfin, une disparition d'enfant, et elle fait monter la mayonnaise avec vraiment beaucoup de talent. Donc pour moi, c'est le talent à l'état pur. Et ensuite, évidemment, c'est devenu une amie, puisque mon histoire commence un peu avec elle. Hein. Elle m'avait demandé des conseils techniques, purement policiers, purement techniques pour ses 2 derniers romans. De fil en aiguille, on est devenus amis, et puis elle m'a conseillé d'écrire, elle m'a conseillé sur Letalis, et c'est devenu vraiment quelqu'un de très cher, sans qui je n'aurais pas écrit. Donc elle, c'est un peu plus qu'un livre, c'est carrément un auteur, et comme je l'écris à la fin du Lectio Letalis dans les remerciements, c'est à ça qu'on reconnaît les grands auteurs. Ils ne font pas que des livres, ils font aussi d'autres auteurs, et c'est son cas. Alors ensuite il y a elle, il y a évidemment Jean-Christophe Granger, parce que pour moi ça reste quelqu'un qui a énormément qui a eu des traits de génie. Je pense qu'il a un peu initié des choses un peu avant tout le monde. On y retrouve évidemment Franck Tillier, parce que c'est une référence incontournable. On y retrouve Karine Guébel, parce que j'aime la force de ce qu'elle écrit. Et après, on trouve un peu de fantastique avec Howard Philip Lovecraft notamment, et pour sa force de persuasion. Mais il y en a tellement que j'en aurais pour 1 heure à tout décrire. On a le temps. Non, mais on va saluer les auteurs que vous avez cités, Karine Jebel, Ouais. Barbara Abel, qu'on embrasse bien fort toutes les deux, puisqu'elles sont passées également dans cette émission, et puis Franck Tillier, qui viendra très prochainement pour présenter son nouvel ouvrage, Lucas. Donc on le salue également, Franck. Si il nous écoute, voilà, de très bons auteurs, vous le dites, mais ce sont des incontournables, ou encore Jean-Christophe Granger, bien entendu, également grand auteur. Laurent Philippe Harry, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman aux éditions Belfond. Comment vous est venue l'idée, le simple, la question de départ, pour écrire ce roman? Comment c'est arrivé? Vous avez dit, tiens, je vais écrire ça. Alors là, on rentre dans quelque chose pour lesquels j'ai peu d'explications. C'est terrible, chez moi, les romans fonctionnent un peu comme des champignons. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a un roman en moi, il est presque entièrement ficelé jusqu'à la dernière page, et ça m'arrive comme ça. Et ensuite, toute la difficulté pour moi de l'écrire. Le Lectio Letalis, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Alors ça y va, je pense que ça procédait de mon sentiment de dénoncer la manipulation de masse, parce que je crois que dans notre ère de communication, c'est vraiment un fléau qui est extrêmement important. Et puis après, la construction, vous vous nourrissez des ingrédients qui est autour de vous. C'est sûr que ça se passe en banlieue bordelaise, là où j'exerce. J'ai tissé dedans des expériences qui m'ont marqué dans mon métier. Ça peut être un dispositif de trafic de stupes, ça peut être certains personnages. Et puis ensuite vous vient l'inspiration. Moi je suis esclave de mon inspiration. Je voulais à tout prix que ce soit des rapaces qui tuent. Eh bien je suis allé passer un diplôme de fauconnerie pour savoir comment dresser des rapaces à tuer l'homme. Voilà. Vous faites vraiment, vous allez au bout des choses, quoi. Et complètement. Et c'est un vrai problème parce que par exemple
prochain, là, je fais encore quelque chose, mais une idée qui est folle, je sais même pas si c'est réalisable, eh bien, je suis esclave de ça. Et puis bon, c'est une somme d'équations qu'on résout, l'écriture d'un livre, et je trouve ça intéressant ainsi. Et c'est bizarre, vous voyez, j'ai l'impression d'être une espèce de gare avec des trains qui arrivent et qui poussent les précédents. C'est-à-dire que là, il faut très vite que j'écrive le troisième, parce que j'ai déjà l'idée du quatrième qui commence à pousser, à prendre de la place. C'est bizarre, hein. Comment s'est passée cette fois-ci la phase d'écriture en elle-même? Est-ce qu'il y avait un plan? Alors on sait que certains auteurs le font. Et puis après, le déroulement, quoi, les personnages, tout ça, vous avez dit quoi là? Comment ça s'est passé après? Parce que je pense qu'il faut laisser, comme disent souvent des auteurs, infuser aussi leur personnage. Racontez-nous. Alors, le plan, en tout cas dans ses grosses lignes, est incontournable, car comme beaucoup d'auteurs, eh bien, il faut trouver le temps d'écrire. Donc c'est vrai que c'est moins terrifiant lorsque vous écrivez un paragraphe ou un chapitre, ou lorsque vous l'écrivez en vous disant que derrière il y en a encore, je sais pas, 50 autres. Donc ça c'est très sécurisant. Ensuite, j'affine à mesure. En réalité, moi, il faut que j'écrive 2 fois un livre pour pouvoir ensuite avoir un manuscrit et le présenter. Voilà, ça évolue comme ça, et ensuite vous faites évoluer les personnages un peu en fonction de ce qui vous trame autour de vous, en fonction aussi de la logique, en fonction des rebondissements. Ensuite il y a le rythme du livre. Moi j'aime bien que l'action et les moments de réflexion soient très bien alternés pour pas trop faire du mal au lecteur, pour qu'il s'y retrouve. Voilà, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais j'ai pas encore une règle affinée. C'est marrant, j'en parlais avec Laurence Calès ce week-end. Moi, pour faire un plan, il faut déjà que j'ai une petite masse spontanée de 100 pages qui soit faite. Et une fois que j'ai ce plan, je l'écris. Et à mesure que je l'écris, je le complète, je reviens dessus. Après l'écriture de Lectio Laetali, j'ai eu la curiosité de regarder ce que représentaient les recherches et les manuscrits déjà écrits. Et j'avais quasiment un mètre cube de papier qui correspondait au travail qui a été fait pour pondre le manuscrit. C'est vraiment bizarre. Et alors l'autre particularité, c'est que moi je n'ai pas entre guillemets, de rituel d'écriture, je n'ai pas ce luxe-là. C'est-à-dire que moi j'écris quand je peux. Donc j'ai une besace avec moi dans laquelle j'ai mon petit ordinateur portable, les documents du moment qui correspondent au livre, et moi je peux écrire dans une salle d'attente chez le dentiste, je peux écrire à l'arrière d'un fourgon, je peux écrire dans un train, un avion, qui sont les endroits où j'écris bien, au milieu de la nuit. C'est vraiment une guérilla littéraire, quoi. J'ai pas ça, je peux pas me mettre dans mon bureau, j'ai pas le temps, donc c'est quand je peux. Racontez-nous en quelques mots, oui, cette incroyable histoire que va vivre notamment le lieutenant Gabriel Barreas. On peut le dire, vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Vous nous tenez en haleine, vraiment, et je veux dire, bravo. Merci. Le pitch du livre peut paraître très dense, parce que le livre en lui-même est très dense. Donc ça commence dans une maison d'édition parisienne. Vous avez un assistant d'édition qui est jeune, qui croque la vie à pleines dents, qui a des tas de projets, qui vient d'avoir une promotion et qui doit travailler sur son premier manuscrit. Alors évidemment, il doit retailler le texte, trouver un titre, l'alléger, le muscler. Il le lit et au bout de 100 pages, il se tranche les veines avec un cutter. Le problème, c'est que c'est le 3e assistant d'édition qui, en travaillant sur ce manuscrit, met fin à ses jours. D'une manière inexplicable. Il n'y a pas de lettre d'adieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de maladie psychiatrique, il n'y a rien. Et ce manuscrit disparaît. Au même moment, vous avez en Gironde, en banlieue bordelaise, là où je travaille, un policier, Gabriel Barrias, qui a une histoire. C'est quelqu'un d'un peu borderline, qui est un peu obsédé par les sectes, qui se retrouve à enquêter sur une femme, une fugitive, qui est suspectée d'avoir tué son psychiatre en pleine consultation et à l'aide d'un rapace dressé. Et puis en s'enseignant sur cette femme, il découvre que c'est la seule survivante d'un suicide collectif survenu 10 ans plus tôt dans une secte qui prétendait avoir retrouvé les traces de la langue adamique, le langage céleste, celui des anges, celui qui permettait à Adam de nommer les choses au jardin d'Éden, un langage qui peut prendre possession des âmes. Voilà. Et en continuant dans cette enquête, tu vas découvrir des mécanismes, des rouages, des choses souterraines dans notre société que l'on ne soupçonne pas. Voilà. Ne nous en dites pas plus. Pour cela, venez bien sûr découvrir la suite de cet excellent roman, Lectio Laetalis, bien sûr. Laurent, on va s'intéresser à vos futurs projets. Oui, qu'en est-il? Alors, j'ai pour l'instant donc en projet un autre roman. Alors, donner des échéances, c'est très 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 difficile, mais bon, pour l'instant, l'idée plaît à mon éditrice.
sera un thriller. Il faut me laisser 2-3 ans pour le pondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passera dans le milieu du cabaret. Alors, pourquoi dans le milieu du cabaret? Alors là, encore une fois, parce que j'ai envie de mettre une énergie, la même que je mets, mais avec moins de police, vous voyez. Et comme moi, eh bien, l'endroit où j'aime me réfugier, c'est un cabaret qui a quelques kilomètres de mon commissariat. Le fait que j'y vais et que maintenant je fais partie des murs, que je connais toute l'équipe, que je vois les égos, les personnalités, la magie, les rouages, j'ai trouvé ça passionnant. Et comme moi je ne sais que me nourrir de ce qu'il y a autour de moi, et bien je me suis dit tiens, c'est là que tu vas faire ton prochain truc, et voilà, et ce sera extrêmement trash. Bon, on a hâte de découvrir tout ça en tous les cas. Alors, on va vous suivre. C'est gentil. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool. Plutôt mer ou montagne? Moi plutôt mer. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent Sarlat. Sarlat, la douceur, les pierres et l'histoire. Votre dernier voyage, c'est lequel? C'était ce week-end à Saint-Laurent-du-Var pour un salon, pour le festival du polar. La musique que vous êtes capable d'écouter en boucle, c'est laquelle? Musique de film, incontestablement. C'est même un outil pour pouvoir me remettre dans l'écriture. Je réécoute le même morceau et je reviens au même endroit dans mon livre où j'y étais, peu importe ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai travaillé dessus. Musique de film, oui. Ah, excellent ça. Plutôt quoi comme musique de film? Alors là, en ce moment, j'écris beaucoup sur la musique du film Avatar, qui est un film de science-fiction, Oui. mais la musique est très poétique, elle me transporte bien. Et comme dans mon prochain roman, c'est énormément sur le cabaret, eh bien j'écoute tout simplement les musiques qui correspondent aux numéros auxquels j'ai assisté dans ce cabaret. Alors ça peut être Loïc Noté, ça peut être... voilà. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Je sais pas trop. La célébrité m'a jamais vraiment attiré. Je pense que ce serait un personnage de fiction. Je pense que je serais Dracula. Enfin, Laurent, si vous aviez un rêve, ce serait? Si je pouvais avoir un rêve, ce serait de pouvoir stopper le temps. Ah, et pourquoi? Ah oui. Parce que je manque de temps chez moi, c'est obsessionnel. J'adorais pouvoir bloquer le temps et avoir des heures devant moi pour dormir, pour écrire, pour faire du sport et ensuite reprendre la vie quotidienne avec du temps d'avance. J'adorerais ça. Laurent Philippari, rappelons que vous êtes l'auteur de Lectio Letalis aux éditions Belfond. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. C'est moi qui vous remercie, c'était très sympa et puis j'espère une autre fois. Mais avec grand plaisir pour le prochain, dans le milieu du cabaret. Et oui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro, de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!